L'événement iranien n'est plus un dossier parmi d'autres. Il est en train de devenir un révélateur de rupture. Pas une crise locale de plus au Moyen-Orient, mais un point de bascule où se testent, en conditions réelles, les limites de l'ordre occidental fondé sur sanctions, contrôle financier et alignement politico-militaire. Si Pékin entre officiellement dans l'équation iranienne, alors le centre de gravité change. Parce que l'Iran, dans ce théâtre, n'est pas seulement Téhéran contre Washington. Il devient une plateforme où se mesure la capacité des États-Unis à imposer un coup, et la capacité de leurs rivaux à neutraliser ce coup par des mécanismes alternatifs. Ce qui se joue, en 2026, n'a plus grand-chose à voir avec 2016. Le décor est le même, mais la structure mondiale a bougé. La Russie est désormais engagée dans une confrontation structurelle avec l'Occident via la guerre en Ukraine, et cette confrontation a mécaniquement densifié les liens entre Moscou et Téhéran. Coopération militaire, échanges technologiques, coordination stratégique. Pas par affinité idéologique, mais par convergence d'intérêts, les deux pays identifient un adversaire principal, l'influence américaine. Jusqu'ici, l'Iran vivait sous pression américaine dans un cadre connu. Sanctions économiques massives, restrictions bancaires, isolement diplomatique, menaces régulières dans le Golfe. Ce dispositif, en apparence, ne change pas. Ce qui change, c'est l'environnement qui l'entoure. Car un troisième acteur peut peser plus lourd que les deux autres réunis, la Chine. Et là, la question devient centrale. Pourquoi Pékin s'intéresserait-elle directement à la crise iranienne? Parce que l'Iran n'est pas seulement un État sous sanctions. C'est un carrefour énergétique majeur. C'est une pièce centrale des routes commerciales eurasiatiques. C'est un partenaire clé dans la stratégie d'expansion économique chinoise. Et c'est un fournisseur. La Chine est aujourd'hui l'un des principaux acheteurs de pétrole iranien. Ce détail n'en est pas un. Dans les relations de puissance, l'énergie n'est jamais un marché, c'est un levier. Et quand ce levier se branche sur des circuits de paiement qui contournent le dollar, le dossier devient explosif. Une partie de ces échanges s'effectue déjà en dehors des circuits financiers dominés par le dollar. Paiement en yuan, mécanisme de compensation indirecte, réseau bancaire alternatif. Ce n'est pas forcément visible dans les communiqués officiels, mais c'est visible dans la logique. L'architecture se transforme par couches, pas par annonce. Et derrière l'Iran, il y a un enjeu plus profond, la remise en cause progressive de l'ordre économique occidental. Moins de dollars dans les transactions énergétiques. Moins de dépendance aux banques américaines. Davantage d'accords bilatéraux hors système SWIFT. Autrement dit, une architecture parallèle qui se construit lentement, jusqu'au moment où elle devient suffisamment robuste pour résister à une crise. Chaque crise, précisément, accélère ce mouvement. Pas parce que les acteurs choisissent le chaos, mais parce que les sanctions ne fonctionnent pleinement que lorsque la cible reste isolée. Alors la vraie question est là. Si Téhéran dispose d'un soutien économique solide de la deuxième puissance mondiale, quel est encore l'effet réel de la pression? Soutenir l'Iran, pour Pékin, ne signifie pas nécessairement une alliance militaire spectaculaire. La Chine n'a aucun intérêt à provoquer une confrontation directe avec les États-Unis pour défendre Téhéran. Sa méthode est plus froide, plus durable, plus stratégique. Elle peut prendre la forme d'une protection diplomatique au Conseil de sécurité, d'investissements renforcés dans des infrastructures iraniennes, d'accords énergétiques à long terme sécurisés en yuan, d'une intégration plus profonde dans les projets liés aux nouvelles routes de la soie. Rien de bruyant, tout de structurel. Et cela suffirait déjà à réduire la marge de manœuvre américaine. Parce qu'une sanction est un outil d'étranglement. Si vous ouvrez des canaux de respiration financiers, commerciaux, logistiques, l'étranglement perd sa force. Dans ce contexte, l'appel de Donald Trump à l'OTAN prend une autre dimension. Il ne s'agit pas seulement de sécurité régionale. L'OTAN, au-delà d'être une alliance militaire euro-atlantique, est un symbole d'unité occidentale et un instrument de coordination stratégique. C'est un signal envoyé à Moscou et à Pékin. L'Occident reste aligné. Mais cet alignement est moins automatique qu'il n'y paraît. Les intérêts des membres de l'OTAN ne sont pas identiques. L'Europe dépend énergétiquement du Moyen-Orient. Les économies européennes sont étroitement liées à la Chine. Et les opinions publiques sont fatiguées des conflits prolongés. Sur le papier, une coalition paraît solide. Sous pression, elle peut se fissurer. Et Pékin observe ces fissures avec patience. La Chine, justement, n'agit jamais dans la précipitation. Sa stratégie est graduelle, patiente, long-termiste. Elle cherche moins l'affrontement que l'érosion, étendre son influence économique, gagner du temps, installer des alternatives, et laisser la domination occidentale s'user sans choc frontal. Chaque crise devient alors une opportunité stratégique. Si Washington durcit le ton, Pékin peut se présenter comme un acteur stabilisateur.
Si les tensions montent dans le Golfe, la Chine peut sécuriser des contrats énergétiques avantageux. Si l'Occident se divise sur la réponse, elle renforce son image de partenaire fiable auprès des pays du Sud global. Et c'est là qu'un autre plan s'ouvre, le Sud global regarde. De plus en plus d'États cherchent des alternatives au système dominé par les États-Unis. Les BRICS s'élargissent. Les accords bilatéraux hors dollar se multiplient. Les partenariats Sud-Sud prennent de l'ampleur. Dans ce contexte, l'Iran devient un symbole et un test. Un test de résilience. Un pays lourdement sanctionné peut-il survivre, voire se renforcer, s'il s'insère dans une matrice sino-russe et dans des circuits de paiement alternatifs? Si la réponse est oui, même partiellement, alors le message envoyé au reste du monde est simple. Il existe une alternative. Pas forcément meilleure, pas forcément stable, mais réelle. Et une alternative réelle change le calcul de dizaines de capitales. Ce basculement ne se fait pas par déclaration. Il se fait par mécanisme. Moins de SWIFT ici. Un règlement en yuan là. Une compensation indirecte ailleurs. Un investissement d'infrastructure qui verrouille une route. Un contrat énergétique long terme qui solidifie une dépendance réciproque. C'est ainsi qu'un bloc se recombine, par couches superposées, jusqu'à ce que l'ancienne architecture devienne insuffisante. Alors, pourquoi cet épisode inquiète-t-il autant Washington au point d'en appeler à l'OTAN? Parce que la crise iranienne, si elle se globalise, ne sera plus une crise de sanctions. Elle deviendra une crise de crédibilité. Crédibilité des sanctions. Crédibilité de l'unité occidentale. Crédibilité de la capacité américaine à imposer un coup sans déclencher une escalade incontrôlable. Et c'est là que le risque majeur se dessine, l'erreur de calcul. Une frappe mal interprétée. Un incident naval dans le Golfe. Un geste tactique transformé en message stratégique. Qui contrôle alors la dynamique? Qui stoppe la spirale si, au même moment, plusieurs acteurs veulent ne pas paraître faibles devant leurs alliés et devant leurs adversaires? À partir d'ici, la crise n'est plus seulement une tension. Elle devient une chaîne de décision où chaque action, même limitée, peut être lue comme un changement de doctrine. Et si Pékin avance ses pions au moment même où Trump cherche à rallier l'OTAN, la question n'est plus que va faire l'Iran. La question devient, jusqu'où les blocs sont-ils prêts à aller pour tester ou défendre la nouvelle architecture qui se met en place? Dans un environnement aussi saturé d'armements et de rivalités croisées, le moindre incident peut servir de déclencheur. Le Moyen-Orient n'est pas seulement une zone de tension, c'est l'un des espaces les plus militarisés de la planète. Les États-Unis y disposent de bases stratégiques, de capacités navales avancées, de dispositifs de surveillance étendus. L'Iran, de son côté, possède des capacités balistiques significatives et des relais régionaux capables d'exercer une pression indirecte. Israël suit chaque mouvement avec une vigilance maximale. Les monarchies du Golfe, elles, évoluent dans un équilibre délicat entre dépendance sécuritaire américaine et diversification stratégique. Dans une telle densité stratégique, l'escalade peut être rapide. Une attaque indirecte via des groupes alliés. Un incident maritime. Une frappe préventive mal interprétée. La mécanique peut s'enclencher sans que personne ne souhaite officiellement la guerre. Et si, dans ce contexte, la Chine se retrouve même indirectement impliquée dans une crise ouverte autour de l'Iran, alors l'équation change de nature. Ce qui inquiète réellement les stratèges américains ne se limite pas à Téhéran. Ce qui les préoccupe, c'est la convergence progressive des puissances dites révisionnistes, Russie, Iran, Chine. Il n'existe pas de traité formel équivalent à l'OTAN. Pas de clause d'assistance mutuelle inscrite noir sur blanc. Mais il existe un alignement d'intérêts convergents, limiter l'influence américaine, contourner les sanctions, remodeler certaines règles du commerce international, rééquilibrer les rapports de force technologiques et militaires. Cette convergence n'est pas spectaculaire. Elle est pragmatique. Exercice militaire conjoint en mer, accords énergétiques de long terme. Transfert technologique ciblé. Soutien diplomatique coordonné dans certaines enceintes internationales. Petit à petit, un bloc informel prend forme. Non pas un bloc idéologique, mais un bloc fonctionnel. Et face à cette dynamique, l'OTAN redevient centrale. Pas uniquement comme alliance militaire, mais comme cadre politique de coordination stratégique globale. L'appel américain à l'alliance vise à réaffirmer une cohésion, à rappeler que Washington ne se trouve pas seul face à la recomposition en cours. Mais cette recomposition dépasse largement le Moyen-Orient. Elle touche l'Indo-Pacifique, où la Chine étend son empreinte maritime. Elle touche l'Europe de l'Est, où la confrontation russo-occidentale redéfinit les lignes de sécurité. Elle touche les chaînes d'approvisionnement mondiales, fragilisées par les tensions. Elle touche la suprématie technologique, désormais au cœur de la compétition.
Le dossier iranien devient alors un maillon d'une rivalité systémique plus vaste, une rivalité pour définir les règles du XXIe siècle. Qui contrôle les routes commerciales stratégiques? Qui fixe les standards technologiques dominants? Quelle monnaie structure les échanges énergétiques mondiaux? Quel modèle politico-économique inspire les pays émergents? Si la Chine décide d'entrer plus clairement dans le jeu iranien, ce ne sera pas par solidarité idéologique. Ce sera par calcul stratégique. Affaiblir l'efficacité des sanctions américaines revient à fragiliser l'un des principaux instruments de puissance de Washington. Sécuriser des approvisionnements énergétiques à long terme renforce la stabilité économique chinoise. Démontrer qu'elle peut protéger ses partenaires envoie un signal puissant aux États du Sud global. La Chine n'est pas seulement en marché, elle est un garant potentiel. Mais Pékin avance sur une ligne étroite. Elle ne souhaite pas provoquer un découplage brutal avec les États-Unis. Son économie reste profondément interdépendante des marchés occidentaux. Ses exportations demeurent exposées. Ses entreprises subissent déjà des restrictions technologiques américaines. La stratégie chinoise consiste donc à soutenir sans provoquer, à avancer sans déclencher, à influencer sans apparaître agressive. Une diplomatie de la zone grise. Pendant ce temps, Washington tente de maintenir la cohésion de ses alliances. L'appel à l'OTAN n'est pas anodin. Il s'agit de rappeler que les États-Unis disposent toujours d'un réseau d'alliés structuré, institutionnalisé, capable de coordination stratégique. Mais la véritable bataille ne se joue pas dans l'immédiateté des déclarations. Elle se joue sur la durée, sur la résilience économique des blocs, sur la solidité des coalitions face aux pressions internes, sur la capacité des systèmes politiques à absorber des chocs prolongés. Si le système international bascule vers un monde multipolaire plus fragmenté, alors les crises régionales deviendront plus fréquentes, plus imprévisibles, plus difficiles à contenir. L'Iran pourrait devenir le premier grand test grandeur nature de cette configuration. Un test pour la capacité américaine à maintenir des sanctions réellement dissuasives. Un test pour la volonté chinoise de défendre ses intérêts stratégiques au-delà de sa périphérie immédiate. Un test pour la cohésion occidentale face à une pression combinée. Un test, enfin, pour la stabilité globale. La question pertinente n'est donc pas « La Chine entrera-t-elle en guerre pour l'Iran ?» La question structurante est plus profonde. Jusqu'où Pékin est-elle prête à aller pour empêcher Washington de conserver un contrôle central sur l'architecture économique mondiale? Et symétriquement, jusqu'où Washington est-il prêt à aller pour empêcher l'émergence d'un axe stratégique alternatif capable d'éroder son influence? Derrière chaque sommet diplomatique, chaque déclaration officielle, chaque mouvement naval, se déroule une bataille silencieuse. Une bataille pour la définition de l'ordre mondial. Un ordre dominé par l'Occident depuis la fin de la guerre froide. Un ordre qui a structuré les flux financiers, énergétiques et technologiques pendant 3 décennies. Un ordre aujourd'hui contesté, grignoté, remis en question par une accumulation de décisions stratégiques. Iran, Russie, Chine, ce ne sont pas des dossiers indépendants. C'est une même dynamique de recomposition. Une montée en tension progressive. Une redéfinition lente mais profonde des équilibres. Sommes-nous face à une crise diplomatique supplémentaire, appelée à se résorber comme tant d'autres? Ou assistons-nous à la formation d'un nouvel équilibre des puissances, plus instable, plus compétitif, moins prévisible? La réponse dépendra des prochains choix stratégiques. Des décisions prises à Pékin concernant le degré d'implication. Des calculs effectués à Washington sur le coût d'une escalade. De la capacité des alliances occidentales à rester soudées malgré les divergences internes. Car si la Chine décide réellement d'entrer pleinement dans le jeu iranien, même de manière indirecte mais structurée, alors il ne s'agira plus d'un épisode régional. Ce sera un tournant stratégique. Un moment où les lignes de fracture invisibles deviendront visibles. Un moment où la rivalité latente se transformera en architecture assumée. Et peut-être un moment charnière où le monde basculera définitivement d'un ordre unipolaire vers une compétition structurée entre blocs. Sommes-nous déjà dans cette transition sans l'admettre pleinement? Ou sommes-nous encore dans une phase d'ajustement où l'équilibre peut être redéfini sans rupture ouverte? Ce sont ces interrogations qui définiront la prochaine décennie.